Et j'ai repris l'enregistrement, Émilie. D'accord, ok. Bon, bah, bonjour. On va parler du coup cette fois de la question des contrats, Ouais. qui est bon finalement, enfin que moi j'avais lié de toute façon à la question de la rémunération, de la tarification, parce que bah, forcément c'est deux sujets qui C'est un des s'entremêlent. objets du contrat. Ouais. Et et donc on avait commencé à parler donc justement des contrats de l'ordre. Toi, tu t'appuies sur ceux de la MAF. Est-ce que tu peux en parler rapidement? C'est pas que la MAF n'offre pas de contrat architecte. Je m'appuie sur le découpage que propose la MAF. D'accord. Enfin, c'est pour prendre les mots tels que voilà. En gros, si tu veux, j'ai considéré que celui qui est amené à me défendre, enfin, l'organisme qui va me défendre, c'est la MAF. D'accord? Deuxième constat, la mission complète est une ineptie. Une ineptie totale. Je ne peux pas réévaluer mes honoraires, je suis coincé. Un an, faut quand même imaginer que un an plus tard, quand tu démarres le chantier, t'es encore basé sur des ententes qui datent de 12 mois avant. C'est-à-dire que le dossier a complètement évolué, le client tu l'as découvert, enfin, tu n'as pas d'occasion de réévaluer ta relation avec le client avec une mission complète. Tu n'as pas l'occasion de réévaluer ta relation au projet en mission complète. D'accord? Et il est bien illusoire de penser que parce qu'on a signé une mission complète, on va toucher la rémunération sur l'ensemble de la mission. C'est complètement illusoire. Je te donne une micro-histoire. J'appelle une cliente en disant bah alors j'avais compris que vous étiez content de ma prestation en visite conseil, j'ai pas de nouvelles, mon mari est mort. D'accord? Fin. Voilà, je lui ai remboursé son acompte. D'ailleurs oui, le contrat a été signé, l'acompte était payé, plus de nouvelles. Mon mari est mort. Bon bah voilà, là tu te tais, tu dis toutes mes condoléances et tu souhaites tout le meilleur tu bafouilles comme un idiot parce que tu t'attendais pas à ça, tu raccroches, mais à quel moment tu vas dire à la cliente ah vous aviez signé une mission complète, faut payer maintenant. Bah non. Et ça c'est la vie en fait. Ça c'est juste la vie. Donc la signature de mission complète est complètement illusoire. Ok? Donc on divise ça en 3. Alors j'ai divisé en 3. Pourquoi? Et c'est ta question. C'est la réponse à ta question sur la MAF. Parce que la MAF, elle nous assure jusqu'au permis, sur la préparation du chantier et sur le chantier. Tout simplement. Et tu veux présenter du coup rapidement ces trois missions? Enfin, ces trois contrats finalement. J'en ai dit l'essentiel, je pense, parce qu'après, il faudrait rentrer dans le détail et puis je veux dire. Ouais, mais c'est là où je dis, je renvoie aux 4 vidéos que j'ai faites à ce sujet. Alors, on va dire que, donc, t'as la lettre de commande d'architecture qui va jusqu'au permis de construire, la lettre de commande de mise au point technique et budgétaire qui s'arrête aux mémoires d'études et non pas à la signature de marché de travaux. Ça, c'est très important. Et puis après, tu as la lettre de commande de supervision de chantier. On ne dirige pas, on ne suit pas un chantier, on le supervise. Si tu veux, un jour on en parlera, ou un jour des performances, mais c'est très différent. Voilà. Le premier contrat va être divisé en 3 parties. Une partie qui correspond à ce qui est vulgairement appelé faisabilité esquisse. En gros, on défriche le projet et on voit si ça tient la route en termes financiers, temporels, administratifs et techniques. D'accord? Ça, c'est le premier acompte du premier contrat. Okay? Le deuxième acompte me permet, le client me dit go. Alors, je prends le cas du permis de construire, mais pour l'archi d'intérieur, ça fonctionne très bien aussi, s'il n'y a que de l'archi d'intérieur. Le deuxième acompte du premier contrat, on va simplement éditer le permis de construire avec tout ce qui va avec, les organismes, enfin consulter tout ce qu'il faut pour que le permis de construire soit déposable à l'administration. Et le troisième acompte du premier contrat, c'est le suivi de l'instruction. Et chose importante, c'est que je suis payé en avance. D'accord? Donc le deuxième acompte du premier contrat, il me donne l'argent
et je fais le travail pour lequel ils m'ont donné l'argent. C'est pas je fais le travail et ils me donnent l'argent, c'est ils me donnent l'argent et je fais le travail. Troisième acompte, c'est pareil. Ils me donnent l'argent et je dépose, pas l'inverse. Ok? Voilà. D'accord, donc avant même d'avoir obtenu ton permis, Je suis soldé. De toute ta mission. Je suis soldé de la LCA. Voilà. Et ça pose jamais de questions par rapport à Bien sûr que ça pose des questions. Ah, par rapport à qui, pardon? tes clients? Si, bien sûr, alors, ça pose des questions, mais quand ils voient, alors, excuse-moi pour les fleurs que je me lançais, quand ils voient la qualité du travail du premier acompte, c'est eux qui me disent, est-ce que c'est là qu'on vous fait un chèque pour la suite? Tu comprends? Voilà, parce que mon histoire, l'aventure par laquelle je l'ai fait passer, c'est exactement ce qu'ils attendent. Donc ils se disent, bah, la suite, ça va être pareil, pas de problème. Je tiens les promesses que je donne. Et puis, alors, le deuxième contrat, là, il y a effectivement 3 acomptes. Très compliqué de t'expliquer le contenu des 3 acomptes si tu connais pas les outils instantés, c'est même impossible. Mais en gros, si tu veux, on va préparer un fond de descriptif. On va créer un fond de descriptif. Et ensuite, on va multiplier comment on appelle ça, les microscopes, les points de vue, pour analyser ce fond et le nourrir de quantité, de provisions de prix, de détails, d'astuces, pour faire en sorte que cette liste de travaux soit exhaustive et que le chantier soit le plus fluide possible. Voilà. Donc ce deuxième contrat, c'est créer un fond et confronter notre travail à un maximum d'acteurs pour être sûr de rien oublier. Et alors ton chantier se déroulera bien. Et puis après, il y a la supervision du chantier où là, tu te mets complètement au service de tout le monde pour que le chantier se passe bien. Et j'insiste sur la mise au service de tout le monde. Le superviseur, c'est pas quelqu'un qui a le bâton et la carotte, c'est quelqu'un de discret, c'est l'huile dans les rouages qui fait que, putain, encore une fois, ça a bien marché ce chantier. C'est quoi le truc commun? Ah, c'est un maître d'œuvre instanté. On se demande pourquoi, tiens. Tu comprends? Voilà. C'est pas... la notion de chef d'orchestre aussi, c'est une vraie catastrophe. L'architecte n'est surtout pas un chef d'orchestre. Il est au contraire un pilote qui va être capable de réagir à tous les aléas d'un projet, mais surtout pas un chef d'orchestre qui répète inlassablement les mêmes musiques, enfin la même partition, de mieux en mieux, en mieux en mieux. Nous, on n'a qu'une seule et unique chance de réussir. Unique. Je ne recommencerai jamais la maison des Goupils, je ne recommencerai jamais la pharmacie de la Madeleine. Jamais. Enfin, peut-être dans 30 ans, quand ils voudront encore l'agrandir, mais voilà. Justement, j'ai une question par rapport à cette notion. Pourquoi tu ne définis pas l'architecte, si tu peux juste développer sur cette question-là, pourquoi l'architecte n'est pas un chef d'orchestre, justement, qui a une vision, on va dire, globale sur le projet et qui permet d'arriver, en fait, finalement, au projet. Enfin, je sais pas. Bah écoute, je vais essayer de te répondre du mieux que je peux. Donc j'ai déjà un petit peu répondu en disant que un orchestre, avant de recevoir le public, avant de recevoir le maître d'ouvrage, il va avoir répété la musique. Répéter. Il va connaître exactement, le chef d'orchestre, chaque instrument de chacun des musiciens. Il va connaître chaque musicien par son prénom, il connaîtra son histoire, ils ont passé des moments ensemble, et il sait que le petit moment de mélancolie, il faut que ce soit joué par Emeline. Parce que Emeline, c'est quelqu'un, je dis des conneries là, je te prends à partie, mais voilà, parce que Emeline, c'est quelqu'un de mélancolique. Et c'est elle qui doit mettre ce petit coup de violon, il y a qu'elle qui sait le faire. Comment je peux gérer un chantier de cette façon? C'est impossible. Je connais très bien, moi, mes ouvriers, parce que ça fait plus d'une centaine de chantiers que je fais avec eux, mais justement sur ce chantier-là, j'aurais préféré que ce soit Ovidio qui fasse l'électricité, et finalement, c'en est un autre. Il va falloir que je compose sur le moment avec cette réalité. Ce n'est pas quelque chose de préétabli, un chantier. Tu peux écrire
tous les CCTP que tu veux, tu peux faire, alors là, moi je rigole, mais je rigole, tu peux faire toutes les maquettes numériques que tu veux. Le chantier doit être géré par quelqu'un qui sait être agile, qui sait rebondir, voilà. Hein. Ouais, cette question de facteur humain dont on avait parlé. Voilà. Donc pour moi, l'image du chef d'orchestre, de loin, on peut, le seul truc vrai, c'est qu'il gère plusieurs personnes. Et il a une vision d'ensemble, c'est tout. Mais si tu creuses, c'est complètement antinomique avec l'architecte. L'architecte, c'est quelqu'un qui sait rebondir, qui sait redonner de l'énergie à l'artisan, qui sait redonner de l'énergie à l'ouvrier, et qui va être capable de dire à l'ouvrier, mais arrête, ton patron, il est génial, on pourrait même pas avoir fait connaissance si j'avais pas connu ton patron. C'est quelqu'un de profondément humain, quelqu'un qui va pouvoir réagir aux moindres aléas du chantier. Il n'y a pas d'aléas on vient écouter le Requiem de Mozart, interprété par la Philharmonie 2. Ok. Mais ça reste le Requiem de Mozart. Je ne referai jamais la pharmacie des Herbets. Je ne referai jamais la maison des Goupilles, la maison d'un tel. Jamais. Je n'ai pas d'entraînement. Pardon, je fais bouger ma caméra. Je n'ai aucun entraînement. Aucun. Donc si on veut résumer, l'architecte n'a aucun entraînement. Aucun. Et ça doit être bon du premier coup. C'est de l'orfèvrerie un chantier. Plus j'avance, plus je me dis, mais c'est un truc de ouf. Tellement c'est de l'orfèvrerie un chantier. Je m'arrête, sinon je vais... Non, et d'où la question de bien réussir à anticiper, en fait, finalement. Oui. Et cette question, effectivement, de l'agilité dont tu parlais, ça pose aussi la question des limites du cadre contractuel, où finalement, on doit aussi pouvoir s'adapter à des choses qu'on ne pourrait pas forcément anticiper. Je crois, alors il y a les vidéos pour ça, hein, donc je vais pas pérorer. Il me semble que le contrat de l'ordre reste très contrôlant, c'est-à-dire vouloir trouver une solution à tous les problèmes potentiels, si ceci, si cela, si ceci, si cela. Bon. Mais c'est pas ça la vraie vie, et encore moins aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, dans un seul mur, tu as une quinzaine d'intervenants. C'est un truc de malade hein, quand tu réfléchis. Tu prends un mur bien isolé, perspirant, déphasage et ainsi de suite, mais je pense honnêtement que tu peux arriver à la 15, je suis peut-être un peu violent, mais pour que le mur soit bien conçu, tu peux arriver à une bonne dizaine d'intervenants. Il y a 30 ans, quand l'Ordre des architectes faisait son contrat, un mur c'était un voile en béton. Torché plié. C'est un truc de fou. Tu prends, Dorothée, elle a fait une préparation pour des fenêtres en avance de phase sur un chantier pour qu'elles soient commandées parce que c'était le Covid et tout. Mais tu verrais le nombre d'allers-retours qui étaient justifiés, le nombre de questions à poser pour une simple fenêtre. Mais c'est un truc de malade. Et le client était sur le cul. Il disait, c'est pas possible, ça va finir quand vos questions? Et il voyait bien que les questions étaient pertinentes et que si on lui avait pas posé, il nous en aurait voulu. Ah ouais, vous auriez pu me dire que la hauteur de la poignée, on pouvait la choisir. Vous auriez pu me dire que. C'est juste un truc de fou. Voilà. Donc ça se complexifie énormément et tu ne peux pas contrôler ça dans un contrat. Voilà, c'est pas possible. Tu peux pas gérer tous les cas. Ça n'est plus. Peut-être ça l'était, ça n'est plus possible. Ouais, effectivement, justement, enfin, si on continue à développer sur ce sujet-là, aujourd'hui, il y a vraiment une complexification du contexte. De l'acte de construire. Oui, parce que, notamment, il y a comme la hausse du coût la hausse des matériaux. Il y a aussi des nouvelles façons de construire. Il y a le réemploi, par exemple, voilà, où en fait finalement, il y a aussi des nouvelles réglementations où l'architecte va devoir aussi, s'adapter, où finalement même le cadre contractuel doit évoluer vis-à-vis de ces choses-là, vis-à-vis de ce contexte. Ça m'amène finalement à cette question de la position comment toi tu évolues par rapport à ça, comment dans ta démarche tu réussis à
à, à réagir, on va dire, à ce contexte-là dans ta pratique? Bah, Un peu une question large, peut-être. non, mais les contrats sont effectivement très ouverts. C'est compliqué de dire ça comme ça, hein, parce que d'abord ça veut rien dire. Ensuite, ça peut paraître un peu fais ce que tu veux. Non, il y a quand même des étapes, c'est-à-dire que peu importe finalement qu'il y ait des nouvelles réglementations, aujourd'hui les contrats, à part quelques petits trucs spécifiques, ils n'ont pas évolué depuis 2016. D'accord? Parce que justement, ils sont en capacité d'accueillir toute nouvelle évolution réglementaire, technique, peu importe. Peu importe. Par contre, mon nombre de rendez-vous augmente. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un architecte va coûter de plus en plus cher. Pourquoi? Parce qu'il doit contacter de plus en plus d'acteurs. Mais c'est juste mathématique, en fait. C'est mécanique. Enfin, c'est un truc de fou, tellement c'est mécanique, quoi. Donc effectivement, l'architecte coûtera de plus en plus cher, sauf que grâce au travail qu'il fait, parce que le résultat, alors toi tu parles du particulier, donc c'est vrai que j'ai plus ça en tête, c'est le particulier qui va payer l'architecte, mais qui va payer tous les travaux, tous les machins. En ce qui concerne l'augmentation des matériaux, tu découvriras au bout de 5 ou 10 ans que finalement, à l'école, on peut pas le concevoir, en sortant de l'école, on peut pas le concevoir. Mais nous sommes tous dans une super machine dans laquelle il y a de l'inflation, dans laquelle il y a des guerres, dans laquelle il y a plein de trucs qui arrivent. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, dans toute ta carrière, les prix augmenteront. C'est tout, c'est une vérité. Voilà. Donc ça, c'est un faux sujet, ça. C'est complètement un faux sujet. C'est encore une fois, c'est l'argent, c'est ce grand méchant argent. En fait, c'est un faux sujet. Et puis de temps en temps, il y a une monnaie qui change. Voilà, ça remet les compteurs à zéro, on repart à autre chose. Parfois, il y a une crise financière. Parfois, bon. En fait, c'est perpétuel. Mais c'est vrai que nos contrats sont en capacité, justement par leur, encore une fois, légèreté, hein, d'accuser réception de toutes ces évolutions et de continuer à accompagner le client de façon sereine à un résultat qu'il mérite. Là où ça change, c'est pour l'architecte. C'est-à-dire que l'architecte des années 70, 80, 90, eh ben, je pense effectivement que l'architecture, non pas parce qu'il y passait plus de temps, mais parce que les autres aspects du métier prenaient moins de temps, le pourcentage de temps passé à l'architecture était plus important dans le temps général. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Non. Bon, t'as 100% de ton temps qui est dédié à un client. D'accord? Dans les années 80, tu avais la mairie, le maire que tu connaissais plus ou moins, avec qui tu buvais un coup, et après tu faisais de l'architecture. D'accord? Donc finalement, dans 100% de ton temps, l'architecture représentait un gros pourcentage de temps passé. Aujourd'hui, pour un fucking mur, tu dois faire 3 rendez-vous. Pour un assainissement, tu dois faire 3 rendez-vous. Pour une étude de sol, tu dois faire 3 rendez-vous. Tout prend beaucoup plus de temps. L'architecture prend toujours le même temps. Et du coup, l'architecture représente de moins en moins de temps dans le temps total passé par client. Tu me suis? C'était plus clair? Voilà. Oui. Donc, il va falloir, chers jeunes architectes entrepreneurs, soit effectivement avoir des agences où il y a des services dédiés à ceci, à cela, au dessin, machin. Alors, au dessin, pour moi, c'est la logique même, mais voilà. Mais des services dédiés à l'administratif et tout. Ou alors, assumer le fait, quand on est à son compte, que plus ça va, moins la part que l'on a appris dans nos études représente dans le 100% de temps passé pour un client. C'est une réalité qu'on doit accepter. Et puis, comme le dit Arthur ou d'autres maîtres d'œuvre instantés, aujourd'hui, grâce aux solutions AXO, ils prennent du plaisir à certaines choses qui les rebutaient avant. Je parle du chiffrage, des provisions, du CCTP, du DESCRO, tout ça. C'est une bête noire pour un architecte. Et avec le bordereau, je te jure que tu t'amuses, quoi. Ça devient un jeu. Alors c'est un jeu, c'est un serious game.
il faut aller au fond des choses, voilà, donc il faut tenir dans le temps, c'est un sport de longue haleine, voilà, mais ça en devient amusant. Je sais À plus travers du tout. justement des outils, quoi. Au travers des outils, effectivement. Alors, tu développes les tiens ou tu profites d'architectes qui ont développé leurs propres outils et qui les diffusent, mais oui, il faut absolument, en tout cas, écrire l'aventure que tu veux proposer à tes clients. Et l'aventure, ça commence par je fais un permis de construire, je prépare les travaux, je supervise les travaux. Voilà, ça c'est ton départ d'aventure pour tout architecte, pour toi, pour n'importe qui. Après, tu dis, est-ce que je développe mon aventure ou est-ce que je prends celle d'un collègue qui la diffuse? C'est comme tu veux, tu vois. Ouais, en fait, finalement, c'est comment adapter du coup sa démarche aussi à ses envies aussi de Oui, fonctionnement, de gestion d'agence. exactement. Comme tu en parlais aussi, justement, cette question de rentabilité, si on peut juste peut-être Oui. conclure là-dessus, parce que finalement, je trouve que ça va bien Bon, dans alors, l'ordre. pour info, Émilie, on est à 21 minutes. Donc, effectivement, la première fois où on a fait un échange tous les deux, et au travers de tes mails, tu me parlais de rémunération. Alors, on l'a déjà plus ou moins évoqué, hein, que ce soit dans les autres vidéos ou celle-là. Être très bien rémunéré, soit, mais si c'est pour y passer ses soirées, ses week-ends et ne pas avoir de vacances, je vois pas l'intérêt en fait. Voilà. Et donc, effectivement, rapidement intervient cette notion de rentabilité. Et la rentabilité, effectivement, de base, quand on parle de rentabilité, on dit combien me coûte mon agence et combien je rentre. C'est la définition même de la rentabilité, c'est la différence entre les deux. Voilà. Mais il y a une autre valeur et qui est beaucoup véhiculée aujourd'hui par les coachs de machin, les coachs de trucs, voilà, c'est aussi la charge mentale. Tu vois, par exemple, de mon côté, j'ai effectivement, entre guillemets, par rapport à la moyenne des architectes, je pense, assez peu d'heures travaillées dans la semaine. Mais si ces heures travaillées sont hyper lourdes nerveusement, je vais payer cher ma rémunération. Et je parle pas d'argent. Je parle d'énergie. Je parle de bonheur, en fait. De sérénité dans sa vie, quoi. Tu vois? Donc, la rémunération, elle est attachée à une notion de rentabilité. Et encore une fois, l'argent est en second plan. D'accord? Alors, la rémunération, c'est l'argent. Dire c'est sonnant et trébuchant, c'est qu'est-ce qui tombe? Ça n'est plus sonnant et trébuchant. C'est complètement virtuel, mais c'est ce qui arrive sur ton compte en banque. D'accord? Donc ça, pour le coup, c'est facile à cerner. C'est l'argent qui tombe dans ton compte. Les dépenses, c'est finalement combien ça coûte. Ok, mais ça n'est qu'un tout petit aspect. C'est combien de temps ça me prend, quelle énergie ça me bouffe. Je pense qu'on pourrait décliner, tu vois, tu me le fais découvrir sous encore un autre angle. Mais la dépense par rapport à la recette, ce n'est pas que l'argent. L'argent, c'est, encore une fois, je pense que les dépenses seront diminuées parce que tu as réfléchi au reste. C'est pas parce que tu cherches à diminuer tes dépenses que tu vas améliorer. Commence par améliorer tes dépenses. Commence par améliorer ce qui te coûte en énergie, en argent, en relations, voilà. Et puis d'un seul coup, les dépenses vont diminuer. Pour moi, c'est une conséquence. Et ce n'est pas du tout ton sujet de comment on chiffre les travaux, mais c'est exactement le même principe. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que le mec qui veut réduire, je parle du client, ou l'architecte d'ailleurs, qui veut réduire les coûts, il va être omnibulé par les coûts. Sauf que c'est pas ça, réduire les coûts d'un chantier. C'est décider d'une entreprise et d'optimiser avec cette entreprise comment on va arriver au résultat. Et là, d'un seul coup, ah bah ouais, il n'y a pas besoin de ça. Ah bah ouais, ça va aller plus vite. Ah bah ouais, ça coûte beaucoup moins cher, dis donc. Tu comprends je renverse complètement le truc. C'est très théorique, je suis au chaud, on parle pas de clients, pas d'entreprise, il n'y a pas de fissure dans la maison. Voilà. Ok. N'empêche que, je peux te dire que je crois très fort à ce que je viens de dire. Ça, c'est clair. L'aménagement financier n'est qu'un résultat. C'est surtout pas
C'est un objectif, mais c'est un résultat finalement. C'est pas un levier. C'est pas un levier, c'est un résultat. Oui, mais elle sous-tend finalement une notion on va dire, de stratégie aussi au sein même de la gestion de l'agence et dans ta façon de pratiquer. Peut-être parler du coup de cette enfin, moi je parlais d'opposition, mais entre l'architecte et l'entrepreneur, finalement, comment enfin, comment les concilier en fait, finalement, dans la pratique. Comment les quoi, pardon? Les réconcilier, enfin, les concilier. Avec notre façon de voir les choses. Ouais. Alors, c'est un vaste sujet, Emeline, qui démarre dans le premier contrat et qui termine dans le troisième contrat. Comme ça, je ne pensais même pas le dire comme ça. L'artisan, tu vas pas lui faire acheter le matos parce que tu as décidé qu'il devait travailler comme ci ou comme ça. D'accord? L'artisan, il est équipé d'une certaine façon. Si tu as envie de faire adhérer, plutôt que, j'utiliserais plus adhérer que concilier ou réconcilier, tu vois. Si tu as envie de le faire adhérer à ta supervision et ton pilotage de projet, d'accord, tu dois l'inclure dans tes réflexions. Ok, pardon, désolé, je crois que je me suis mal exprimée. D'accord. Je parle du côté entrepreneurial de l'architecte, pas de l'entreprise. Ah, alors je veux que tu reformules ta question parce qu'effectivement, j'ai pas compris. Non, en fait, je parlais justement de cette notion de rentabilité qui induit finalement une façon de penser entrepreneuriale. C'est pour ça que je parlais d'entrepreneur. Ah oui. Tout à l'heure, tu me parlais, le changement, c'est compliqué. Oui, le changement, c'est très compliqué. Alors, il y a toute une littérature sur le changement, sur Internet, la courbe du changement, machin. Je te passe les détails et vous n'avez pas besoin de moi pour aller sur Internet, c'est très bien. Voilà. Le problème, c'est le mot, encore une fois, le mot changement. Je pense que on doit être sur une évolution. Les architectes qui rejoignent le réseau, ils ont une problématique, c'est qu'ils découvrent l'outil Atso Borderolight, ils sont complètement enchantés, ils adorent, ils kiffent, et finalement on en venait en rigolant à parler des boulets, des clients boulets, qui sont en fait tous ceux avec qui on vient de signer, à qui on a raconté une histoire, et à qui, par la force des choses, on ne peut pas leur demander de complètement changer leur paradigme. Finalement, ça va se passer comme ça, tu vois. Je découvre un outil, j'ai des clients en cours, qu'est-ce que je fais de mes clients en cours? Voilà. Et je sais que je suis en train de perdre du temps avec mes clients en cours, et j'ai des archis en journée performance, ils me disent, mais c'est horrible, quoi. Je suis en train de faire toutes les erreurs, et je sais que je suis conscient de mes erreurs, mais je suis obligé de le faire parce que c'est l'histoire que j'ai racontée à mes clients, quoi. Et c'est dur, en fait. Alors, j'ai mis du temps, mais pour ces clients-là, l'idée, c'est de faire évoluer la pratique de l'architecte et non pas de la changer. Et donc, il y a cette notion de programme où finalement le client, sans vraiment qu'il le sache, on va restructurer sa demande, ce qui va permettre à l'architecte de se reconcentrer sur l'essentiel, même si t'es limite, même si t'es en chantier, quoi. Tu vas repasser par le début du process et tu vas faire ce fameux programme qu'on a structuré dans les outils Atso, d'accord? Et en fait, même l'architecte, il va mieux dormir le soir, quoi. C'est une promesse que je vous fais, enfin, que je te fais, que je vous fais, voilà, tout sera structuré. Et donc, j'aurais tendance à parler alors là, on parle d'architectes qui ont déjà commencé à travailler à leur compte, d'accord? Pas de quelqu'un qui prend son premier client pour la première fois de sa vie. Hein, là, pour le coup, il faut foncer avec le process instanté, pas de problème, on saura vous accompagner. Mais celui qui travaille déjà d'une certaine façon, donc je pense à ton patron actuel, il y a peut-être une chose sur laquelle tu pourrais le faire, c'est même pas évoluer, c'est qu'il le voit en fait. Ce serait ta façon de rédiger un programme de travaux à la façon instantée et qu'ils se disent ah ouais c'est bien ton truc, c'est tout. Et derrière, petit à petit, les choses vont se structurer autour de cette colonne vertébrale qu'est le programme.
Un programme de travaux, donc tu parles que du chantier ou tu veux Ah, non, sur le suivi du projet? C'est un programme client. C'est le premier truc. D'ailleurs, bon, je passe les détails. Mais c'est le premier truc que tu vois avec un client, c'est le programme. Et ce programme va se préciser jusqu'au moment où tu démarres le chantier. Un programme est vivant. On n'écrit pas un programme une bonne fois pour toutes. Et sur le contrat de l'ordre des architectes, je ne comprends pas comment on peut écrire à moins que j'ai très mal compris. Et je comprends pas comment on peut dire qu'il faut écrire le programme en visite conseil. C'est pas possible. Un programme, il y a un premier rendez-vous et tous les rendez-vous jusqu'au démarrage du chantier vont améliorer le programme, préciser le programme, retirer toute interprétation possible du programme. C'est une chose qui se travaille tout au long, jusqu'avec les artisans et ainsi de suite. C'est un truc de fou, quoi. Et c'est la substantifique moelle de ton projet d'architecture. La phrase que j'aime dire, après j'arrête. La phrase que j'aime dire, c'est faire de l'architecture avec des mots. C'est ça le programme. Okay. Et peut-être remplacer ce mot changement par évolution. Voilà. Le changement, c'est maintenant, non, c'est une vision de l'esprit, ça. On fait évoluer. C'est une évolution, des petites choses qu'on fait évoluer. C'est tout. On peut pas tout changer. Forcément qu'il y ait du temps aussi pour mettre ce process aussi en place. Emeline, pas avec ce que je viens de te dire. Si tu fais juste un petit truc, juste écrire le programme d'une autre façon, je te jure qu'en une demi-heure, je te montre le truc, en une demi-heure, t'as compris comment tu fais un programme, t'as même pas besoin de télécharger, tu n'as même pas besoin de télécharger l'outil Atso. Je te sors un fichier vierge, en 10 minutes, je te fais le programme d'une maison, qui va, petit à petit, se préciser avec le client au fur et à mesure des rendez-vous. Mais c'est tellement logique. Et ça, t'as pas besoin des heures et des heures d'apprentissage pour ça, je te le garantis. Après, moi, ce que je comprends aussi dans les contrats de l'ordre, et souvent, je pense aussi qu'on nous a présenté comme, on va dire, comme quelque chose d'assez important et stratégique vis-à-vis du client, c'est de réussir à cadrer finalement, par exemple, enfin, tu parles du programme, mais il y a aussi la question du nombre d'esquisses qu'on propose au client pour essayer finalement à cadrer aussi le travail qu'on présente au client, éviter justement que ça évolue constamment sans fin. Enfin, moi je le comprends comme ça. Bah encore une fois, je suis aux antipodes parce que justement, je vais jamais faire signer les plans à mes clients. Je vais emmener mes clients alors Sandra l'explique. Dans la recherche. Dans la recherche. Et Sandra l'explique très bien dans une de ses vidéos qu'elle a faite avec Papy Claude. Je sais pas si ça te parle, Papy Claude, c'est un gars qui s'est plongé, qui était entrepreneur pendant très longtemps, qui s'est plongé dans l'amélioration intérieure du confort intérieur. Et ces vidéos sont très simples et très bien expliquées, justement. Il a réussi ce tour de force d'être simple et très compréhensible. Et elle explique effectivement que ce qu'elle a découvert chez Instant T, dans le process, c'est comment le client participe à l'élaboration de son propre projet, et comment, alors après là c'est moi qui extrapole, mais justement, jamais de la vie je vais dire à mon client, ok on s'arrête là, on n'y touche plus. C'est la pire des conneries à faire. Parce que ton client, il est pris à la gorge, et il dit non, faut qu'on trouve la solution tout de suite, machin, après l'archi elle va nous dire que c'est fini. Non, au contraire, j'arrive en rendez-vous client et je leur dis, nous ne sommes pas là pour trouver une solution. C'est pour ça que ça s'appelle un rendez-vous d'exploration. Nous ne sommes pas là pour trouver une solution. Cette simple phrase nous laisse tous dans un état de réflexion et c'est pas grave si on trouve pas de solution. Et du coup, on est tellement libéré par le fait qu'on ne cherche pas une solution, mais qu'on réfléchit ensemble, que parfois, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ah, c'est ça qu'il nous faut. Ah ouais, c'est bien ça. Ah ouais, ça me plaît. Ça bougera plus tard. J'en ai rien à faire. Parce que derrière, j'ai ce que je te disais dans notre première vidéo, je crois, j'ai tout le côté rationnel qui fait que peu importe le plan, peu importe les façades, c'est ce programme, c'est cette évaluation de quantité et de provision unitaire, oui, et quel que soit le plan, ça coûtera toujours à peu près le même prix.
Donc, faisons bouger le plan, lâchons-nous, amusons-nous, faisons-nous plaisir avec l'architecture. Ça te débloque complètement le système. Donc, j'arrive en rendez-vous d'exploration, j'ai 4 solutions, la solution du client, une solution hyper rationnelle, une solution, la dernière, qui fait exploser les scores, d'accord? Avec toutes les idées que j'ai eues, les machins, je me suis lâché. Il n'y a rien à l'informatique. Tout est au calque. D'accord? Le numérique, tout ça, vous oubliez. Ça, c'est fait pour les dessinateurs. C'est pas fait pour les architectes. Et puis, ensemble, on va trouver cette 4e solution que j'ai dans le sac, en fait. C'est la solution qui vous correspond. Mais au lieu de la faire moi dans mon coin en vous disant c'est moi l'archi qui ai fait des études et de toute façon le métier est compliqué, c'est pour ça que vous me payez, on va le faire ensemble. Et le client, du coup, il comprend tes problématiques. J'ai entre guillemets, parce que c'était pas l'objet, de casser l'idée du client. Un client au téléphone qui me dit t'inquiète Adrien, c'est une connaissance de connaissance, on a bu de l'alcool ensemble, donc il y a un moment on se tutoie, d'accord? Ah, t'inquiète pas, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux. Avec Émilie, on sait ce qu'on veut. Ok, j'arrive, pas de problème. Il m'a pas fallu 10 minutes pour qu'ils comprennent que leur projet ne tenait pas la route. Pour une seule et unique raison. Ils savaient pas où placer l'entrée. Ils m'ont montré ce qu'ils voulaient faire, j'ai dessiné, j'ai écouté leur histoire, j'ai dessiné au calque sur l'existant. Et puis je leur laisse parler. Dans ma tête, j'avais un grand sourire. J'ai attendu qu'ils se taisent et j'ai dit, et vous entrez par où? Voilà. J'avais tout pété. Il n'y avait plus rien qui tenait. Et donc, on a bossé ensemble. Et puis, finalement, on est arrivé à la solution. Excuse-moi, je te coupe. Non, oui, non, mais je conçois totalement, effectivement, que c'est important d'inclure, du coup, le client dans le process et dans la réflexion, bien sûr. Et, mais je parlais justement de réussir quand même à cadrer ce temps d'évolution aussi, parce que, enfin, moi, en tout cas, je parle d'une expérience personnelle que j'ai pu avoir, donc, avec une cliente, justement, pour moi, c'était super important d'écouter, voilà, ses besoins, de répondre à ses interrogations, etc. Et en fait, l'esquisse, on va dire, elle a duré plus d'un an, en fait, tellement c'était constant, enfin, les allers-retours étaient constants et le projet s'était, enfin, évolué constamment et sans s'arrêter, en fait. Alors, là, c'est peut-être la limite de notre échange vidéo au sujet de ton mémoire. C'est-à-dire que là, on rentrerait. Alors, je me ferai un plaisir de t'expliquer tout ça, mais je suis pas sûr que ce soit l'objet. On pourrait refaire une autre vidéo, rien à voir avec ton mémoire, pour me poser ces questions-là. Mais le process est fabriqué pour éviter l'écueil que tu viens de vivre. Alors, si jamais tu me laisses parler, là, on en a pour l'après-midi. Enfin, j'exagère, mais c'est là où je te dis que tu peux être bavard, mais ce que tu viens de me dire, le premier rendez-vous de programme et cette façon d'arriver à cadrer les choses, d'expliquer la liste des localisations, qu'est-ce qu'on y fait? Attention, je commence à en parler, là, t'as pas fini, là. Faut me couper. Et puis, quels sont les topics dans chacune des localisations? Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi? Comment? Fait que les choses vont se faire. C'est quand même fou, c'est paradoxal, mais le fait que je laisse de la liberté, le fait que je responsabilise le client, mais d'une certaine façon qui est, Emeline, scénarisée. Tout est scénarisé dans ce process. C'est un scénario, en fait. Fait que, quand j'arrive au rendez-vous d'exploration, mais c'est rare qu'on en fasse, je vais parler pour une extension de maison, c'est rare qu'on en fasse plus de 2 ou 3. Et on pose le permis. Et c'est ça qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que je suis bon parmi les bons? Je crois pas, parce que c'est juste une méthode que j'ai mis en place et beaucoup de mes confrères l'utilisent et certains des confrères qui galéraient et qui expliquaient exactement ce que tu as. Un an, c'est long quand même. Pas mal. Enfin, j'ai un peu extrapolé. Non, mais voilà. Mais aujourd'hui, il me remercie pour ce process d'exploration, de programme et d'exploration, qui est juste exactement ce que les clients attendent. C'est-à-dire que les clients, rationnellement, ils attendent France 5, ils attendent un archi qui fait des plans. Et pourtant, j'ai beau les prévenir en visite conseil, je leur dis, vous savez, le premier rendez-vous, on fera pas de plan. Oui, d'accord. Je leur montre mes livrables, tout ça, ils voient que c'est cadré, bon, très bien. J'arrive au premier rendez-vous, j'ai pas de plan. On fait le programme. Et s'il faut, on en fait 2 des rendez-vous, hein, pour poser les bases du programme.
Voilà. En général, on n'en fait qu'un, et le rendez-vous suivant, on continue un peu le programme et on commence l'exploration. Tu vois? Et donc, au premier, je le fais, au premier rendez-vous, j'arrive, j'ai des tableaux Excel. Alors, c'est pas des tableaux avec des chiffres dedans, mais Excel te permet de faire bien plus que des chiffres. Hein. Faut élargir les horizons sur Excel. Et donc, ils me voient arriver avec des tableaux, des écritures et tout. Mais on fait pas de plan aujourd'hui. Je te certifie qu'encore une fois, ils mettent là pour le coup, ils sont déçus. C'est de la déception qu'ils ressentent. Il s'assoit au fond du fauteuil, il dit putain, on vient de lui filer 2000 € le mec, quoi. C'est chier, quoi. Et je te promets qu'en fin de rendez-vous, ils ont les coudes sur la table, ils ont du feutre. Alors non, ça c'est le rendez-vous d'exploration. Mais parfois on commence aussi. Mais ils me disent, oh, on est content, on a bien avancé. Je n'ai pas dessiné un trait. Et ça, c'est le rendez-vous de programme. Et je pense, Emeline, que les difficultés que tu as rencontrées pendant tous ces mois avec tes clients venaient du fait que ton programme peut être rédigé, il était peut-être rédigé, mais peut-être pas tout à fait comme il faut. Peut-être qu'il n'était pas tout à fait structuré comme il faut, et que les bonnes questions avant de basculer sur les plans n'avaient pas été posées, n'avaient pas été suggérées. Parce que si elles sont suggérées, les plans, mais c'est presque frustrant parce qu'ils arrivent, j'exagère, je caricature encore une fois, mais bah oui, c'est ça, évidemment que c'est ça. Hein. Et donc ce nombre Alors, tu regardes la vidéo de Aurélie Claustre qui vient de sortir l'entretien entre Nelly Cortot et Aurélie Claustre, et elle le dit, c'est fini les esquisses à rallonge. Voilà, c'est une nana maintenant qui a 2 personnes qui travaillent avec elle à Rennes. J'adore ce qu'elle fait. Et elle le dit tout de go. Elle le dit. C'est fini les esquisses à rallonge, quoi. Et donc ce paradoxe, c'est ça. C'est tu laisses de la liberté, et finalement, c'est comme ça que tu arrives à gérer ton temps, le temps passé avec les clients, quoi. C'est fou. Ouais, c'est vrai que ça semble un peu fou de commencer en fait à faire le projet, enfin à dessiner comme on a pu l'apprendre, on va dire à l'école, qu'après un long temps en fait d'échange avec le client. Mais oui. Et c'est là où je te disais tout à l'heure que quand le contrat de l'ordre dit que on doit rédiger le programme au moment de la visite conseil, en fait, je me marre pas. Je trouve ça affligeant. Ça veut dire que celui qui a écrit le contrat, ceux qui ont décidé de mettre cette phrase dans le contrat n'ont aucune conscience de ce que c'est que d'écrire vraiment un programme. Ça s'écrit pas comme ça. Et c'est pas en un rendez-vous. C'est-à-dire qu'il faut du recul. Il faut écrire une première fois, que le client et l'architecte prennent du recul et y reviennent. Tu vois, c'est pas une question de temps passé chez le client, c'est une maturité, un programme. Mais Emeline, j'ai compris ça, j'avais déjà 7 ou 8 ans de pratique dans les pattes. Hein. J'ai mis un temps fou. Donc si je peux te faire gagner à toi et à ceux qui écouteraient cette vidéo ou au travers de ton mémoire, si je peux arriver à faire comprendre ça, je suis hyper heureux. Je crois que c'est notre façon d'aborder le projet d'aborder l'architecture. Le projet architectural. Ok, écoute, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Honnêtement, on a vu au final beaucoup tous les sujets, en tout cas moi qui me questionnais, qui me permettent aussi d'illustrer mon propos, enfin mon mémoire en tout cas. Très bien. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Donc les jeunes architectes entrepreneurs, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour conclure? Eh ben, il va être nécessaire de prendre plaisir dans la gestion, dans le pilotage. Ce qui inclut tellement de choses. Voilà, mais l'architecture, ce qu'on a appris à l'école, ne représente qu'une partie de la mission de l'architecte, et une toute petite partie. Je suis désolé de te dire ça, de vous dire ça. Et puis
peu importe vos contrats, peu importe votre rémunération, note, Emeline, chaque micro-tâche et le temps que tu y passes et la date à laquelle tu l'as fait. Ça, c'est rédhibitoire. Rédhibitoire. Même si tu travailles, il y en a qui travaillent même sans contrat, même pour la visite conseil, le premier coup de fil, combien de temps il a pris, quelle date. Tu peux même avoir une colonne remarque, j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, j'aime pas du tout le ton sur lequel il m'a parlé le client. Fais-toi un journal de bord, en fait, sur tout ce que tu fais pour chacun de tes clients. Et c'est pour ça qu'au début, ça va te prendre un peu de temps, mais tu vas pouvoir calibrer ton histoire, l'aventure dans laquelle tu emmènes tes clients. L'argent, ça viendra tout seul. Au début, tu te mets à 55 € de l'heure, voilà, 60 € de l'heure, on s'en fout. Si tu calcules avec la valeur temps rendez-vous, tu seras rémunéré bien mieux que d'autres en étant parti de 55 € de l'heure. D'accord? Tu as beaucoup de vieux archis là qui m'écouteront sans doute pas pendant 40 minutes, mais qui sauteraient au plafond à 55 € de l'heure, ou des jeunes architectes qui sortent de l'école, qui ont tout compris, mieux que tout le monde, qui posent pas de questions, 55 € de l'heure, tu te rends compte, j'ai fait 6 ans d'études, c'est abusé. Ouais, mais juste en fait, tu sers à rien. Dans un projet, voilà, c'est apprendre à piloter un projet. Donc au début, tu mets 55, par contre, tu multiplies par un peu plus d'heures ou un peu plus de rendez-vous, et tu seras rémunéré à la bonne hauteur. Ensuite, effectivement, tu passeras peut-être un peu trop de temps au début, mais plus ça ira, moins tu passeras de temps, et plus ta rémunération réelle, ta rémunération abstraite à l'heure va augmenter. Après, oui, je peux conclure aussi sur ça. J'essaierai de faire les chapitres sur YouTube pour que les gens puissent aller de chapitre en chapitre. Il y a effectivement ma rémunération au temps passé aujourd'hui. Peut-être que je peux évoquer ça un petit peu. Parce que là, on est aussi complètement à l'antinomie de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, je répète que les plus grands cabinets de conseil, les gens vont être vendus, c'est-à-dire, admettons que j'ai des chefs de projet qui soient instantés, machin. Ils sont pas vendus, mais ils sont pas vendus à l'heure. C'est une vente au jour. Et ils sont, pour les petits cabinets de conseil, ils sont à 2000 € au jour. D'accord? Donc ça induit un nombre d'heures, un coût à l'heure. Mais quand une entreprise fait une fusion-acquisition et qu'elle fait appel à un cabinet de conseil, le conseiller qui est détaché, il est à 2000 € au jour. Alors ok, on parle de montants absolument énormes, mais il est bien payé à l'heure, enfin il est bien payé sur une valeur temporelle. Hein. Voilà. Et donc effectivement, ça fait très longtemps que j'ai cette volonté, pour différentes raisons, d'être rémunéré à l'heure. Déjà dans nos contrats, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée du tout dans les contrats, c'est que je considère, comme Emeline, si tu te mets toute seule à ton compte, tu vas avoir dans la journée des moments où tu dessines, où tu es dessinatrice, des moments où tu es architecte, des moments où tu es gestionnaire, et ainsi de suite. Et en fait, chacun de ces temps, on va lui mettre une casquette. Une casquette d'architecte, une casquette de maître d'œuvre, parce que tu vas résoudre des problématiques techniques. Alors oui, les vieux de la vieille te diront oui, mais l'architecte, c'est tout ça. Ouais, mais là, on parle de stratégie, en fait, de stratégie commerciale. Et là, l'idée, c'est de dire à ton client, voilà, je pense que je vais passer 4 à 5 jours pour dessiner le permis de construire, les plans, le permis de construire. Je vais passer 3 ou 4 rendez-vous d'architecte, je vais passer 2 ou 3 rendez-vous d'architecte d'intérieur, un rendez-vous de maîtrise d'œuvre, je parle du premier contrat par exemple, et donc chacune de ces casquettes, je l'ai optimisée pour ne pas que vous payiez tout au même prix, je l'ai optimisé, donc l'architecte c'est, toi tu peux démarrer à 500-600 € jour, le maître d'œuvre 450 € jour, le dessinateur 350 € jour, voilà, tu démarres sur ces bases de travail, tu fais ton nombre de rendez-vous, ton nombre de jours de dessin, et tu arrives à un résultat. Je suis en train d'expliquer typiquement ce qui est dans les vidéos que j'explique, où j'explique le temps de travail au forfait. À mon stade où je suis rémunéré à l'heure, j'explique à mes clients, alors les contrats sont très chers,
J'arrive à des 8 000 € pour des permis de construire, pour des maisons, d'accord? Rien que pour un permis de construire. Mais j'explique à mon client, attention, j'ai prévu un maximum de cas. Si ce cas-là, alors si ce cas-là n'arrive pas, il y a 2 rendez-vous de moins. Si ce cas-là n'arrive pas, il y a 2 rendez-vous de moins. Si vous, de votre côté, alors ça je le glisse doucement, mais si vous, de votre côté, vous préparez les rendez-vous, je passerai pas 2 heures chez vous, j'en passerai qu'une. Ça vous coûtera que 120. En fait, soit vous préparez le rendez-vous, ça vous coûte 120 €, soit vous prenez ça à la légère et ça vous en coûte 240 parce que je vais rester 2 heures. Donc c'est à vous de voir. Soit il y a les enfants qui sont là et qui nous... Mais je te jure, les rendez-vous avec les enfants, c'est invivable. C'est invivable et tu passes un temps fou. Voilà. Et donc tu dis, bah, on enlève la télé, on met pas les enfants, on arrête de me parler de la grand-mère, du grand-père, de l'histoire de la maison. Voilà, sans ne pas en parler, mais allons à l'essentiel quand même. Parce que quand tu es payé au forfait ou au pourcentage, et que tu travailles pour des retraités, c'est pas une critique, c'est une réalité, c'est tout. Et quand tu travailles avec des retraités, c'est le projet du moment, et ils ont toute la semaine. Donc si tu démarres le rendez-vous à 14 heures, si tu fais pas gaffe, à 18 heures, t'es toujours là. D'accord? J'exagère un petit peu. Mais eux, c'est le truc de la semaine, quoi. Et on essaie d'en profiter un maximum. Donc le pourcentage et le forfait, c'est relativement dangereux. Voilà. Alors le forfait est quand même beaucoup plus cadré. Hein. J'ai gagné ma vie avec ça pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, le temps réel, je supprime ce que j'ai pas. Enfin, c'est pas que je le supprime, c'est que je fais pas, je le facture pas. Le client peut faire des trucs par lui-même. Et du coup, j'ai pas l'impression de lui avoir dit que j'allais le faire et qu'il faut que je le fasse. Tu vois, au forfait, tu dis je m'en occupe. Mais si le client commence à vouloir le faire, toi, tu culpabilises. Tu dis, bah non, c'était compris dans ma prestation, je vais jamais lui demander le solde, ou tu vois, c'est très culpabilisant, en fait. Voilà. Tu travailles à l'heure, vous voulez que je m'en occupe ou pas? Moi, je vous donne les clés. Je vous ai dit ce mot-là, ce site internet, comme vous voulez. Non, mais je pense qu'on va pouvoir le faire. Ok, vous m'appelez si vous avez besoin. Mais le pied total! C'est juste génial, quoi. Alors, je pense qu'il faut un peu de bouteille pour faire ça. Hein. Tu peux pas te lancer comme ça et avoir ce discours. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc ça, c'est... Voilà. Voilà. Donc voilà, cette petite partie, pour moi, cet aboutissement dans ma carrière, entre guillemets, d'être aujourd'hui rémunéré à l'heure. Je savais que je voulais le faire, je n'imaginais pas les bénéfices collatéraux auxquels j'ai accédé. Ça, c'est clair. Voilà. Ok. Emeline, est-ce que tout ce que je t'ai raconté, ça t'a aidé? Bah oui, non, enfin, bien sûr, ça m'a aidé à comprendre, à bien comprendre ta démarche, ton positionnement et ce que ça t'apporte en fait de structurer de cette manière, voilà, dans ta pratique. Bon, donc oui, merci beaucoup en tout cas, surtout pour ton temps et pour tout ça. Je suis toujours à rallonge, je suis désolé, esprit d'escalade. Process et qualité architecturale, j'incite un dernier truc. C'est en ayant un process qu'on pourra libérer sa créativité. Voilà. Vraiment, pour de vrai. J'y crois. Voilà. Bon. Bah, merci de m'avoir interrogé là-dessus. Merci d'avoir accepté d'enregistrer ces échanges. Je te souhaite tout le meilleur pour ton mémoire, que ça se passe bien. Merci, et aussi pour la suite, bonne continuation. Ouais. Et j'espère que ça aidera aussi d'autres personnes qui se lancent aussi dans cette dans l'activité. On se retrouve en off? Ouais, ça marche. Allez, à tout de suite.